sur l'expérience de mort imminente, qui est, je pense que c'est la quatrième fois qu'on parle de ce thème en ce moment, et justement pour montrer son importance de ce thème. Aujourd'hui, l'EMI, c'est certainement un instrument le plus facile, le plus important, permettant à la science de démontrer que la conscience n'est pas le produit d'un cerveau, mais que la conscience est non locale. On peut l'appeler âme ou esprit, selon la compréhension de chacun. Aujourd'hui, nous avons ça fait 38 ans d'études sur ces EMI. Ça a commencé avec le docteur Raymond Moody Jr. aux États-Unis avec son livre, qui a ouvert un domaine d'études et d'occasion, donc des personnes qui ont traversé cette expérience, de pouvoir relater leurs expériences, et cela modifie le panorama de l'étude de la conscience. J'étudie ce thème il y a plus de 20 ans. Je suis face à la mort tous les jours dans les unités de soins intensifs où je travaille au Brésil. J'ai déjà fait des recherches rétrospectives. J'ai étudié pas mal ce thème, et aujourd'hui je vois de façon avec beaucoup de satisfaction qu'en France il y a beaucoup de groupes qui ont étudié aussi cette question, comme on a pu le voir dans les différentes conférences de hier avec Daniel, avec Sylvie, et c'est quelque chose qui est très important. En 2005, dans la revue Science, pour ses 125 ans, la revue a envoyé à plusieurs scientifiques du monde un questionnaire qui faisait l'objet des doutes, de défis pour tous ces scientifiques. Et il y a 125 questions qui ont été sélectionnées. Et 25 parmi ces questions ont été renvoyées pour qu'ils puissent y répondre. Et les premières dans leur importance sont ces deux-là. De quoi est fait l'univers et quelle est la base biologique de la conscience? Ce sont des questions fondamentales que la science n'arrive pas encore à répondre. Et ces deux questions, nous avons vu pendant ces 2 jours traiter plusieurs fois, quand on a parlé de l'éther, le fluide cosmique universel, la matière noire, et la question aussi de la conscience, mettant en évidence qu'il n'y a pas de substrat biologique dans la conscience. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas encore suffisamment. On a beaucoup commenté les EMI par les autres conférenciers ici. Je vais mettre le scénario de base d'une expérience basée sur une personne qui a eu un infarctus et un arrêt cardiaque. J'imagine cette personne avec un arrêt cardiaque, un infarctus, qui a été traitée à temps à l'hôpital, où elle est arrivée dans une ambulance avec des massages cardiaques. Donc les médecins et les paramédicaux font les manœuvres pour redémarrer le cœur, le poumon et le cerveau. Et ce patient qui sentait cette douleur, en ce moment-là, il se voit en dehors du corps, une sensation de paix, il n'y a plus de douleur, il sait qu'il n'est plus vivant, son corps est inerte, les médecins travaillent dessus, mais ça le laisse tout à fait tranquille. Il se voit en dehors du corps, dans une position en général au-dessus, sous le toit, sous le plafond. Il peut voir aussi, traverser les murs et voir ce qui se passe dans les locaux à côté, aller à d'autres lieux aussi qui sont plus distants, ce qui est souvent rapporté par des personnes qui à ce moment-là ont trouvé d'autres membres de leur famille au moment où elles étaient traitées à l'hôpital. Donc ce sont des situations qui ont été vérifiées, qui peuvent être vérifiées. Certains voient une lumière, un tunnel,
un endroit sombre que certains appellent comme un trou, un tunnel, et au bout du tunnel il y a une lumière. Et très vite, ils vont vers cette lumière, et dans ce tunnel, ils rencontrent souvent d'autres personnes décédées, beaucoup qu'ils ne connaissaient pas pendant leur vie, ou d'autres qui sont déjà décédés avec cette connaissance, à leur connaissance. Et il parle aussi des rencontres avec des êtres de lumière, des anges, des saints, et ils vont jusqu'à cette lumière. Et quand ils sont devant cette lumière, il y a une sensation d'amour très grande qu'ils n'arrivent pas à définir avec des mots terrestres. Beaucoup de lumière qui n'aveugle, qui n'éblouit pas. C'est une lumière qui les pénètre profondément. Ils pénètrent aussi dans cette lumière. Il y a une sensation de bien-être incommensurable. Certains appellent cette lumière Dieu, Jésus, les autres ils l'appellent par d'autres noms selon leur croyance religieuse. Et à ce moment-là, certaines arrivent à voir le film de leur vie, la récapitulation de leur vie, les moments les plus importants de leur vie, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et dans les moments de cette attitude négative, ils sentent comme ils se mettent dans la peau des personnes qu'elles ont agressées sans le vouloir, en ressentant ce que ces personnes avaient senti et ce qui leur donne un grand enseignement. Et cette récapitulation est faite en quelques secondes ou au plus minutes du temps terrestre, pendant que les manœuvres de réanimation sont réalisées. Mais pour eux, c'est très long parce que c'est quelque chose qui marque leur vie. 20 ou 30 ou 40 ans de passé. Certains voient une limite, une barrière, une porte, un pont, ou ils voient un autre monde, heureux, d'autres de lumière. Certains arrivent à traverser cette barrière et souvent ils ont un vécu du passé et du futur. Certains rapportent des événements qui vont se produire par la suite et qui peuvent être vérifiés. Souvent, ils refusent de revenir dans leur corps, mais souvent, on leur dit que ce n'est pas le moment et qu'il faut qu'ils reviennent. D'autres demandent à revenir même sans le voulant, parce qu'ils ont un enfant, parce qu'ils ont une famille, ils ont encore des choses à réaliser. Et en revenant dans le corps, dans la réalité physique, avec des douleurs et des souffrances, il y en a certains qui réclament pourquoi ces manœuvres de réanimation les ont ramenés. Ils réclament auprès des médecins. Et un point fondamental des médecins, c'est quelque chose de réel, c'est ce qu'on peut observer aussi, c'est la transformation de la personnalité qui se produit chez pratiquement toutes les personnes qui ont subi ce genre d'expérience. Bon, on va poser quelques questions pour notre réflexion. Comment quelqu'un peut-il voir sa propre réanimation en étant au-dessus de son corps? Comment peut-on conserver des idées claires et la mémoire des faits qui se sont déroulés à ce moment-là, alors que leur corps et leur cerveau étaient complètement affectés, sans oxygène, sans flux sanguin, sans activité électrique, etc. Comment expliquer la rencontre avec des parents décédés, beaucoup d'entre eux qui ne connaissaient même pas pendant leur vie? Et comment peuvent-ils réviser leur vie en quelques minutes? Que cette révision qui représente à ce moment-là une grande période terrestre, en montrant comme si le temps et la distance n'existaient pas dans ce monde surnaturel. Ce sont des questions que je pose, je soumets à votre réflexion. Et
Et voici quelques cas que je vais vous montrer. C'est du livre de Kenneth Ring et Cheryl Cooper qui parlent que d'expériences avec des aveugles. 30 cas d'aveugles, 14 d'entre eux depuis la naissance, aveugles de naissance. Elle parle de Vicky, qui était aveugle de naissance et qui a eu un accident d'automobile, a été amenée à l'hôpital et elle a eu cette expérience de dédoublement du corps, de projection de sa conscience. Elle était aveugle de naissance, les couleurs, tout ça, c'était des choses abstraites pour elle. Mais elle reconnaissait que peut-être ce corps qu'elle voyait avec les médecins était le sien, parce qu'elle le reconnaissait à sa bague et puis à son cheveu, parce qu'elle connaissait par le toucher. Mais on dirait que c'est moi, cette personne que je vois ici, et ces médecins qui s'occupent de moi. Mettez-vous à sa place. Il y a plusieurs cas comme ça, similaires, qui se sont produits, et la personne, à ce moment-là, elle avait des visions de choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça par le fonctionnement du cerveau? Un autre cas intéressant, d'une personne qui a fait un dédoublement et qui est allée jusqu'au tunnel et où il a vu sa grand-mère maternelle accompagnée d'un monsieur qu'il ne connaissait pas. Une personne très aimable, montrant beaucoup d'amour. Et après cette expérience, 10 ans plus tard, sa mère était déjà malade et elle lui disait qu'il n'était pas fils du père dont il pensait. Il était fils biologique d'une autre personne, qui était un juif qui avait été déporté pendant la guerre et qui avait été tué. Il lui a montré donc la photo de ce monsieur qui était la même personne que celle qu'il avait vue pendant son EMI. Il n'en savait absolument rien, il n'avait jamais vu de photo. J'ai parlé de la transformation. C'est un point. Souvent, ce sont des transformations positives, le plus souvent. Et il est important que ces transformations soient positives, que les personnes puissent parler de leur expérience et rencontrer d'autres personnes qui peuvent l'écouter, les professionnels de santé, des médecins, des membres de la famille, ce qui peut ne pas se produire. Si ça ne se produit pas, ça peut aussi se transformer en quelque chose de négatif. Ces transformations ne sont pas instantanées en général. Et ça peut prendre jusqu'à 7 ans pour que cette transformation s'incorpore dans la vie de la personne. Pendant 7 ans, la personne peut souffrir pas mal. Chaque transformation se produit avec un peu de souffrance, mais elle devient positive. La personne accepte mieux, s'accepte mieux elle-même. Elle a de la compassion, elle développe la compassion à l'égard des autres, elle a une plus grande appréciation de la vie, elle a moins peur de la mort et elle croit à la vie après la mort. Le sentiment religieux est plus intense, mais pas associé avec une religion traditionnelle. C'est la question de la spiritualité pure, souvent pas liée à un choix religieux. Elles ont une plus grande spiritualité. Certaines ont des modifications physiques, principalement dans leur partie cérébrale. Leur corps a un champ électromagnétique plus intense, principalement celles qui sont arrivées jusqu'au contact avec les êtres de lumière, et cela peut être démontré physiquement par l'intermédiaire de contacts avec des appareils électroniques. Quand les personnes se rapprochent de ces appareils, elles peuvent provoquer des interférences, dans des défauts dans les montres et tout ça, ce genre de choses qui se produisent. Et il y a aussi une sensibilité intuitive accrue auprès de ces personnes.
J'ai fait un résumé de plusieurs études de ces transformations, la sensibilité intuitive, de plusieurs études, et j'ai mis des pourcentages. Donc vous voyez le pourcentage avant l'expérience et après. Et toutes ces facultés ont augmenté de façon significative. Et en les comparant aussi avec la moyenne de la population générale. Donc les déjà-vus, les intuitions, les rêves conscients, etc. Expérience hors du corps, la vision d'esprit, la capacité de soigner, perception des auras et des phénomènes physiques. Pim Van Nomen, dans son livre, il dit que il partage aussi cela. Il dit que malheureusement les scientifiques matérialistes ignorent encore, ils considèrent les personnes qui ont ce genre les récits des personnes comme des fantaisies confuses et classent ces personnes comme étant des personnes ayant des troubles mentaux, et ça c'est très mauvais. Parce que quand le patient il cherche le médecin et que le médecin lui répond ça, que ce sont des hallucinations, que c'est des signes de troubles mentaux, il bloque complètement l'expérience, il bloque l'individu, et donc c'est un facteur négatif pour sa vie. Donc, chercher une explication à la cause et au contenu de ces expériences, c'est une ouverture que la science doit avoir. Et c'est important que les professionnels de santé, principalement les médecins, les infirmiers, ils aient au moins cette connaissance de qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente qui n'a rien à voir avec des troubles mentaux. C'est une expérience universelle qui est fréquente. Rien qu'avec ça, le patient il pourra trouver un certain confort pour se confier, extérioriser cette expérience et libérer tous ces sentiments qu'il est en train de retenir. Je vais parler un certain nombre de causes. Il y a des causes psychologiques, physiologiques. Aujourd'hui, la science matérialiste unit les deux choses, les causes psychologiques et physiologiques liées aux produits du cerveau, mais pas d'instruments évidents pour pouvoir montrer ça. Toutes les explications restent encore un peu faibles. Parmi les causes psychologiques, on aurait la peur de la mort. Chez des personnes qui sont très liées à ces religions qui parlent d'enfer, de péché, tout ça, au moment de la mort, le cerveau peut créer une défense psychologique et développer ces visions de tranquillité, de paix, etc. Et cela, avec les expériences de mort imminente chez les enfants, les enfants n'ont pas ce genre de conditionnement. Et les expériences de mort imminente sont plus fréquentes chez les enfants, et les enfants, ils ont les mêmes genres d'expériences que les adultes. Donc cette explication n'est pas bonne. Les choses culturelles et religieuses influent sur l'interprétation des personnes qu'elles ont de leurs expériences et comment elles le disent. C'est là-dessus que ça influe. Et comme Sylvie l'a dit hier, ceci est important aussi sur le type d'expérience que la personne aura. Les personnes liées aux punitions et tout ça, elles peuvent interpréter les choses de façon négative et bloquant donc toute cette transformation, toutes ces choses positives qu'elles pourraient pourtant en retirer. Une autre explication psychologique, ce serait la dissociation et la dépersonnalisation, qui sont des conditions que la psychiatrie elle-même ne comprend pas encore
de façon assez profonde sur laquelle elle a encore des doutes. Il y a plusieurs classifications. Donc, la personne, par exemple, essaie à se défendre, à se protéger d'un trauma de la mort, et donc qu'elle essaye d'être une autre personne, qu'elle essaye de sortir de son moi, créer un autre personnage, souvent avec des altérations, des hallucinations, etc. Des troubles souvent dissociatifs et conversifs. Mais ceci n'explique pas, au contraire, le phénomène, les EMI. Les EMI sont des expériences réelles, vécues, qui n'ont rien à voir avec ces troubles mentaux. Il y a des causes physiologiques aussi, qu'on peut avancer, des expériences de mort imminente, n'expliquent pas non plus l'expérience. Devant ce modèle du patient dans une situation de mort clinique, l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme est plat et le cerveau ne reçoit pas l'oxygène, ne reçoit pas de flux sanguin pour qu'il lui permette de fonctionner. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que certaines parties du cerveau fonctionneraient encore plus donc, par ces vécus qui sont si réels? Il y a des auteurs qui continuent malgré ça à avancer ce genre d'hypothèses. Bon, il faut les respecter. Mais... Donc ils parlent de déficience en oxygène, excès de dioxyde de carbone, libération d'endorphines, le blocage des récepteurs N-méthyl-D-aspartate qui ont pour substrat biologique l'utilisation d'un anesthésiant utilisé par certains médecins anesthésistes qui peuvent faire que chez certains patients ils aient une sensation de bien-être, des visions de lumière, mais dans le plus grand nombre de cas, les symptômes sont plutôt négatifs, sont mauvais. Et on peut rappeler aussi que souvent, les expériences de mort imminente se produisent sans qu'il y ait l'intervention de produits anesthésiants. Et il n'y a pas toujours les expériences se produisent même dans des cas où il n'y a pas forcément ce déficit en oxygène et d'excès de dioxyde de carbone et tout ça. Donc, depuis 1958, Wilder Penfield, un Canadien, a exploré le cerveau dans les chirurgies pour corriger des épilepsies, certaines zones stimulées dans le lobe temporal qui peuvent déclencher des situations d'expérience, de situations de paix, de vision de lumière ou de tunnel. C'est une chose qui est relativement rare, mais c'est une explication qui ne peut pour autant pas expliquer d'autres aspects des expériences de EMI. Donc beaucoup de scientifiques ont proposé que c'était le lobe temporal qui était la zone du cerveau liée à Dieu. Et il y a même eu des livres écrits là-dessus, montrant que Dieu avait une existence physique. La croyance en Dieu serait une émanation du propre cerveau, localisé dans ce lobe temporal. Mais d'autres expériences ont infirmé cette hypothèse. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que ce lobe temporal, chez des personnes qui sont aux frontières de la mort, se trouverait dans ce processus en quelque sorte intensifié, que ces actions soient intensifiées? C'est aussi quelque chose qu'on n'arrive pas bien à expliquer. Le diméthyltryptamine serait une autre cause avancée par certains médecins
de ces situations, donc la glande pinéale, il se trouverait cette substance qu'on trouve dans des plantes de l'Amérique centrale, en Amérique latine, psychobilline par exemple. Il y a des personnes qui fument cette plante, augmentent cette substance dans leur cerveau et ont des visions qui ressemblent aux expériences de mort imminente, les tunnels, la paix, voir la présence de Dieu, d'être de lumière, etc. C'est un phénomène qui se rapproche beaucoup des expériences de mort imminente. Mais on peut toujours se poser la question de comment est-ce que, au moment où le cerveau souffre, nous aurons la production de ces substances. Pendant que les cellules conservent leur énergie, essayent de conserver leur énergie, il y a une région du cerveau qui du coup fonctionnerait de façon plus intense. C'est difficile à comprendre. C'est possible que cette substance soit liée à la pinéale, qui est donc le lien entre le monde cérébral et le monde spirituel, mais cela ne va pas expliquer non plus cette expérience. Dans cet article du Dr Hermes Romein de 2002, il dit qu'il est impossible de stocker toutes les mémoires dans le cerveau. Que ce soit anatomique ou fonctionnel, c'est simplement impossible. Imaginons, ça fait 2 jours qu'on est ici ensemble, qu'on se connaît, qu'on voit cette rencontre fantastique, qui nous apporte des sensations et des émotions, et tout ça nous l'enregistrons. Mais où est-ce que c'est enregistré tout ça? Dans le cerveau? Imaginez une personne de 70 ans qui a toutes ces expériences, toutes ces phases, tous ces sentiments, les visions qu'elle a eues au cours de sa vie, avec une musique dont elle se rappelle, etc. Même avec 100 milliards de neurones, comment est-ce que c'est possible que le cerveau puisse arriver à mémoriser toutes ces visions, toutes ces émotions? Dans les neurones. Même avec cette grande quantité de neurones, c'est difficile à l'expliquer de façon physiologique. Donc on va imaginer que notre cerveau est un ordinateur avec un disque dur très très grand, et même comme ça il n'aurait pas assez de capacité pour stocker toute cette mémoire. Il faudrait un cloud pour stocker tout ça. Mais ce cloud pense, a une volonté et en plus dirige cet ordinateur. Imaginons donc cette conscience non locale comme un cloud qu'on peut accéder de n'importe quel lieu. Ce serait plus ou moins un modèle qui permettrait d'expliquer, et nous espérons que avec le développement de l'ordinateur quantique, nous puissions obtenir des instruments qui puissent nous permettre justement d'expliquer cette conscience. Un arrêt cardiaque et cerveau. Quand le cœur arrête, les premières modifications dans le cerveau, en 6,5 secondes plus tard, et le cerveau arrête son activité après 10 à 20 secondes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les personnes, après 10 minutes d'arrêt cardiaque, les médecins qui essayent de faire la réanimation, quand l'activité électrique du cerveau est isoélectrique et complètement plane, comment est-ce qu'on peut expliquer cette expérience pendant toutes ces minutes au niveau cérébral? Le docteur Michael Sabon, d'après Véronique, dans son livre publié en 1998, il relate le cas d'une jeune qui a eu un arrêt cardiaque induit pour pouvoir opérer un anévrisme dans le cerveau.
elle a aussi été mise en hypothermie. Et même comme ça, elle a raconté ce qui s'est passé dans son expérience de mort imminente. Cette patiente, c'est Pam Reynolds, une compositrice et chanteuse canadienne. En 1991, elle a découvert un anévrisme à la base de son crâne, un grand anévrisme dans la région postérieure du cerveau, proche du tronc de l'encéphale, donc une région vitale. Et à cette époque, c'était une opération qui était très difficile. Elle a dû aller jusqu'au Texas, parce qu'un des chirurgiens qui savait faire ça, qui avait encore peu d'expérience, était au Texas. Et donc, elle a décidé de se soumettre à cette opération. Et puis pendant cette opération, comme je l'ai dit, son cœur a dû être arrêté. Il y avait une circulation en dehors de son corps par une machine. Et il a été nécessaire pour opérer le cerveau sans le sang, la mettre en hypothermie et vider tout le sang qu'il y avait dans son cerveau. Elle avait un bandeau sur ses yeux et elle avait mis des instruments dans ses oreilles qui faisaient un espèce de bruit qui était enregistré par un autre appareil qui donnait des signaux au tronc encéphalique qui étaient enregistrés par un autre appareil. Et quand ils ont refroidi le corps de Pam, au moment où l'activité du tronc encéphalique s'est arrêtée, ils ont eu 1 heure pour l'opérer. Et pendant tout ce temps, après l'anesthésie, elle a pu décrire son expérience de mort imminente. Et elle dit qu'une des médecins qui aidait à ce moment-là avait ponctionné une veine dans la cuisse gauche, et c'était une veine qui était trop petite, qui n'était pas assez solide. Et donc elle a dit au chirurgien qu'elle allait faire qu'elle allait essayer de l'autre côté. Et Pam a raconté tout ça quand elle était en dehors de son corps et voyant tout ce qui se produisait à ce moment-là. Elle raconte aussi le passage par le tunnel, la rencontre avec des êtres de lumière, qu'elle ne voulait pas revenir, même avec des enfants petits, elle ne voulait pas revenir. Elle a trouvé un oncle qu'elle avait connu de son vivant, qui a expliqué qu'elle devait revenir. Et ensuite, rapidement, elle s'est vue dans le corps, et donc à la fin de son opération. Donc ce sont des choses qui sont incroyables. Comment on peut expliquer comment le cerveau complètement arrêté, sans sang, sans circulation, avec le cœur arrêté et tout, la conscience pouvait être là, vivante, présente, et ensuite pouvoir rapporter les choses réelles qui se sont passées à ce moment-là. Donc avec ce récit, bien qu'on ne puisse pas parler de preuves, mais on doit utiliser les instruments de la science matérialiste. En utilisant le paradigme matérialiste, on ne peut pas dire que c'est une preuve, mais on peut dire que c'est un élément de preuve de très très grand du fait que la conscience n'est pas liée au cerveau. Je ne peux pas omettre de parler de Pim van Lommel, qui était une personne très importante dans les études des morts imminentes. Son étude publiée dans le Lancet en 2001, c'est vraiment une marque pour les études de mort imminente. Il y a des études prospectives qui ont commencé dans les années 90 et sont très importantes pour cette démonstration pour la science, mettant en évidence l'existence de la conscience à l'extérieur du corps. Dans cette étude qui a été réalisée en Hollande auprès de 344 patients qui ont eu un arrêt cardiaque par infarctus dans 10 hôpitaux différents de la Hollande, 12% ont décrit une expérience caractérisée comme une EMI, selon l'échelle de Grayson.
Et ces patients ont été étudiés, ont été interrogés à nouveau par après, entre 2 et 8 ans plus tard, ceux qui ont survécu. Et c'était pour montrer, pour mettre en évidence s'il y avait eu une transformation de la personnalité de ces patients. Et donc il a vu qu'il y avait une transformation positive de la personnalité chez la majorité des patients, à la différence des patients qui ont eu des arrêts cardiaques et qui n'ont pas eu cette expérience. Donc il a clairement pu montrer la différence entre ces deux groupes. Donc non seulement la situation de la mort, tout comme l'expérience, ont joué un rôle sur cette transformation. Il y a le cas cité par le docteur Mario hier avec le dentier, le patient que Pim Van Lommel, le cas qu'il a décrit. Il a été trouvé dans la rue avec un arrêt cardiaque, il a été réanimé et amené à l'hôpital. Donc c'était plus de 10 minutes de travail pour le réanimer. Les médecins allaient déjà s'arrêter, mais finalement ils ont réussi à le réanimer et à le faire survivre. Une semaine plus tard, il a vu une infirmière passer à l'unité de traitement soins intensifs. Il a dit « Madame, venez ici, vous savez où est mon dentier ?» Parce que j'ai vu, quand j'étais en train d'être réanimé, que vous avez pris mon dentier et vous l'avez mis dans le tiroir du chariot. Et donc vous savez où il est mon dentier. Et l'infirmière était surprise, elle était vraiment là et c'est vraiment elle qui avait enlevé le dentier. Elle était impressionnée comment ça se fait qu'il a pu voir ça pendant qu'il avait son arrêt cardiaque. Le docteur Pim Van Lommel termine son article. Il était très courageux de dire à cette époque-là que les causes physiologiques et psychologiques ne permettent pas d'expliquer ces expériences. Et il était important que la science s'ouvre à l'explication transcendantale pour pouvoir expliquer ces expériences. Transcendance, c'est quelque chose qui transcende la matière, qui transcende les explications connues par la science aujourd'hui. Docteur Célia n'est plus ici, mais elle a beaucoup parlé de ça hier, sur la physique quantique, la conscience non locale. Et elle a parlé de la non-localité, vous vous rappelez de ça, hein? Quand deux atomes... Ah, elle est là, pardon. Oh, ma responsabilité maintenant, elle augmente, là. Donc, quand deux électrons sont séparés à une de grande distance, ils restent en connexion l'un avec l'autre, indépendamment de cette distance, indépendamment de l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle l'embarras quantique, expliquant donc la non-localité, qui montre aussi, par exemple, que dans une EMI, lorsque le patient est dans une situation de dédoublement, il traverse les murs, il va à d'autres endroits, cela montre une conscience non locale. Quand il est pendant sa vision de sa vie, la rétrospection de sa vie, et que cette vision de toute sa vie passée en peu de secondes ou minutes, ça aussi, c'est un exemple de non-localité, où le temps et l'espace que nous connaissons n'existent plus. Il y a d'autres études de la télépathie, l'échange d'informations mentales d'une personne à l'autre sur des distances, sans avoir recours aux ressources qu'on connaît. C'est aussi une forme d'embarras quantique local au niveau de la conscience. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup d'études de télépathie, mais il y a plusieurs descriptions d'études importantes. L'une d'elles, par le groupe du docteur Silberbaum, qui a étudié
des personnes en méditation et qui avaient des affinités entre elles. Il a demandé à ces personnes de méditer pendant 40 minutes et les a ensuite séparées et a placé chacune d'elles dans des cages de Faraday qui ne permettent pas au champ électromagnétique terrestre de rentrer à l'intérieur de ces cages. Et dans une de ces cages, il a mis des stimulations lumineuses qui généraient des potentiels qui ont pu être gravés dans les électroencéphalogrammes et enregistrés dans le cerveau de cette personne qui était placée dans cette cage. Et au même moment, dans l'autre cage, cette autre personne qui ne recevait pas ces stimuli lumineux, mais qui avait aussi l'enregistrement de l'électroencéphalogramme de son cerveau, pouvait montrer le même type d'onde de fréquence que l'autre subissait au même moment. Et donc montrant ainsi qu'il y avait un lien entre l'un et l'autre, même avec tous ces appareils, toutes ces choses pour bloquer les rayonnements électromagnétiques. Il y a donc un autre type d'énergie qu'on peut appeler la pensée, qui connectait les deux. Donc je reprends une citation de Pim Van Lommel, qui croit que la conscience ne peut pas se situer dans un endroit particulier, même pas dans le cerveau. Elle n'est pas locale et ne peut être démontrée ou mesurée dans ce monde physique. Elle ne dépend pas du corps et il existe une continuité de la conscience qui est intrinsèquement connectée ou entrelacée dans un espace non local. Il faut rappeler que le docteur Pim Van Lommel, cardiologiste, après sa publication, il a commencé à s'intéresser à l'étude de la conscience et il a publié des articles très intéressants sur l'étude de la conscience. Et jusqu'à aujourd'hui, il croit que la physique quantique peut permettre d'expliquer la question de la conscience, donc la conscience non locale. Il termine en disant que la conscience non locale est la source de notre conscience éveillée. Les deux sont des aspects complémentaires de la conscience. Dans des circonstances normales, quotidiennes, les personnes expérimentent la conscience éveillée, qui aurait un aspect de particule, et qui n'est qu'une partie de la conscience totale, continue, qui est non locale, et qui a donc un aspect d'onde. Pendant notre vie, en ce moment, nous percevons avec nos sens, alors que le cerveau fonctionne comme une interface de cette conscience non locale. Il n'est pas l'origine, il n'est que l'interface, le cerveau. Dans des circonstances spéciales ou anormales, les personnes peuvent expérimenter l'aspect continu de cette conscience non locale, indépendamment du cerveau. C'est ce qu'on appelle la continuité de la conscience et qui perçoit directement la vie consciente dans l'espace. C'est ce qu'on connaît sous le nom d'expérience de mort imminente. Je pense que vous connaissez tous l'histoire du docteur Eben Alexander, chirurgien de l'université de Harvard, neurochirurgien, qui avait une vision matérialiste, qui a été recherché par des personnes qui avaient des EMI, mais auxquelles il n'a pas accordé beaucoup d'importance, mais qui lui-même a été hospitalisé
avec une méningite grave, bactérienne. Il était 7 jours dans le coma. Les médecins ont dit qu'il ne reviendra probablement plus, que c'était irréversible. S'il allait survivre, il serait dans un état végétatif où il pourrait même mourir. Mais pendant ces 7 jours de coma, il a eu un voyage qui a été caractérisé comme une expérience de mort imminente, où il a eu la vision qu'il appelle celle du paradis, où il s'est rencontré avec des êtres de lumière, qu'il a su après que c'était des frères, qui étaient morts avant lui et qu'il ne connaissait pas. Et il a eu une rencontre avec Dieu. Et ça a modifié son comportement devant la vie et devant le milieu médical. Au Brésil, le livre a été édité avec ce titre au Brésil, donc Une preuve du ciel, et qui est certainement, il y a une traduction en France. Ça, c'est la ville de Vila Velha où j'habite. Vous êtes invités pour venir connaître. Il n'y a pas besoin d'avoir de MI pour aller jusque-là. Je vous remercie pour votre attention, en espérant que j'ai pu contribuer d'une certaine manière à la compréhension de ce phénomène. Je vous remercie.